Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, le premier de l'année de l'équipe Hack for Skills. On est heureux de vous retrouver sur ce webinaire intitulé « Passer à l'acte pour briser les biais cognitifs ». Installez-vous, prenez un bon café ou l'apéro, ça dépend, il est 11 h déjà. Et nous, pendant ce temps, on va se présenter chacun et ensuite on va lancer ce webinaire pendant près d'une heure. Donc c'est vraiment le premier webinaire de l'année 2025. Sur l'année 2024, on a eu pas loin de 600 personnes engagées lors de nos différents événements et webinaires. Donc là, on va faire pareil. Donc bienvenue à vous. Et je vais me présenter très rapidement avant de laisser la parole à Julien et à Aurélie. Vous voyez dans ce sens-là et pas dans l'autre. Donc moi, je suis Laure Domingos, directrice conseil au sein d'Hack for Skills. On est l'agence conseil en développement et en communication RH du groupe Actual. Et donc, bienvenue dans ce premier webinaire. Vous avez en bas le chat et des sondages qui vont apparaître petit à petit. Donc, je vais laisser la parole à Julien en premier qui va se présenter. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans ce webinaire. Donc, je m'appelle Julien Marlan-Prézot. Je travaille pour le groupe CCLD, maintenant le groupe Actual, depuis bientôt 14 ans. Pendant 10 ans, ça commence à faire alors. Pendant une dizaine d'années, j'ai occupé la fonction recrutement. Donc, j'ai été recruteur en interne et en externe pendant une dizaine d'années. Et ça fait maintenant 4 ans que j'ai rejoint l'équipe de formateurs interne de Hack for Skills, donc qui est notre organisme de formation. Bienvenue à toutes et à tous. Et je laisse la parole à Aurélie. Merci Julien. Du coup, moi, je suis Aurélie Ascaf. Je travaille depuis 5 ans dans le domaine de l'évaluation des soft skills et depuis 3 ans au sein de Hack for Skills comme consultante en développement RH où j'anime aux côtés de Julien des formations en recrutement, communication et management. Cool. En tout cas, on est vraiment heureux de vous retrouver tous les deux pour ce premier webinaire. Je l'ai dit, le chat est en bas pour toutes vos questions. Vous allez avoir des sondages. On va commencer tout de suite parce qu'en fait, l'idée de ce webinaire, elle est née d'un chiffre qui nous a interpellés, n'est-ce pas, Julien? Oui, exactement. On voulait vous partager pour démarrer un chiffre qui nous a particulièrement interpellés et qui est plutôt très récent puisqu'il a été publié dans un article d'Archibat Mag du 7 novembre 2024, donc c'est plutôt très récent. Et ce chiffre, il est très simple, il nous dit que 25% des recruteurs prennent leur décision de recrutement dans les 3 premières minutes de l'entretien. Donc, ce qui nous a interpellés, c'est que clairement, pour celles et ceux qui sont habitués à faire des recrutements, c'est clairement pas en 3 minutes que vous allez vous faire une idée précise des compétences et notamment des compétences comportementales et transposables de vos candidats. Donc forcément, si vous prenez votre décision dans les 3 premières minutes, et je peux même extrapoler en disant dans les 15, 20, 30 premières minutes, très clairement, c'est que vous allez vous baser non pas sur des mauvaises raisons, mais en tout cas sur des choses qui vont faire appel à des biais cognitifs et donc sur des choses qui sont assez souvent assez peu factuel malheureusement. Donc on voulait commencer par là et c'est ça qui a généré notre volonté de vous sensibiliser sur ce sujet des biais cognitifs. Et vous l'avez vu aussi, volontairement, on a commencé par la présentation de Julien, adieu la galanterie, et pas d'Aurélie, parce que là aussi, on avait envie de jouer un petit peu avec les biais qu'on peut avoir. Et notamment, je crois que Julien, tu as une anecdote sur le sujet que tu voulais nous partager. Aurélie ensuite nous partagera une autre anecdote. Allez, vas-y, lance-toi. Pourquoi cette photo de garagiste? Effectivement. Alors, pourquoi cette photo de garagiste? Effectivement. Alors, on sort 2 secondes du recrutement, mais on voulait insister aussi sur le fait que on a tous des biais cognitifs. Ça fait partie de notre mode de fonctionnement, du mode de fonctionnement de notre cerveau d'être humain. Donc, c'est pas grave en soi d'avoir des biais cognitifs. Et on a beau connaître ça très bien et même formé sur ce sujet-là depuis des années, on en a. Et la petite anecdote très rapide que je voulais vous partager, c'est que sans parler de moi trop longtemps, mais il y a quelques semaines, je suis donc allé dans mon garage pour faire mon contrôle technique et quelle ne fut pas ma surprise d'avoir face à moi, et c'est un énorme biais cognitif et je le confesse, mais j'ai eu face à moi un garagiste sympathique, agréable, souriant, positif. Alors désolé si vous avez parmi vous des amis ou des proches garagistes, mais j'avais comme certaines personnes, cet énorme biais cognitif qui est de dire un garagiste, ça doit être un peu expéditif, pas forcément très souriant, pas forcément très sympa et pas forcément un niveau de service client exceptionnel. Donc, mea culpa, voilà, c'est pour vous dire qu'on a beau former sur ces sujets, on continue d'avoir des biais cognitifs. En soi, ça n'est pas particulièrement un problème. En revanche, quand je suis dans ma posture de recruteur, là, ça peut vite le devenir. Et je crois que Aurélie avait aussi une anecdote très récente à nous partager sur ce sujet-là.
Et oui, en effet, la semaine dernière, on était en animation chez un client et la veille de cette animation, on a dîné tous les deux au restaurant avec Julien. Il y avait deux types d'apéritifs en commande, un kir et une pinte de bière. Et la serveuse est arrivée et m'a gentiment donné le kir et la pinte de bière à Julien, alors que ce n'était pas du tout notre commande. Donc oui, là aussi, on s'est dit, bah tiens, il y a un homme, une femme. L'homme va forcément boire une pinte de bière et la femme va forcément boire un kir. Mais ce n'était pas le cas. On adore. On voudrait plein d'autres anecdotes, tous les deux. Pour poursuivre, et merci pour votre partage d'expérience, que je suis sûre a parlé à toute l'audience. Ce qu'on voulait faire maintenant, c'était un peu jouer. Et jouer en vous faisant participer à un sondage. Aurélie, du coup, je vais te laisser poser la question et je vais lancer le sondage, je vais y arriver, le sondage en même temps, si tu es OK. Eh bien, voici la première question. D'après vous, qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Il faut que mon sondage marche. Publiez le sondage, vous devez l'avoir maintenant. Alors, Aurélie, tu nous donnes quelques éléments de réponse pendant que tout le monde répond. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse possible? Hop. Tu les vois pas? Si, tu les vois. Si, c'est bon. Vous n'avez pas réactivé mon micro. Donc, on vous fait 4 propositions. Donc, le biais cognitif, c'est une erreur de raisonnement influencée par nos croyances ou expériences, une capacité à résoudre des problèmes de manière créative. Option C, une forme de raisonnement logique basée sur des faits. Et la réponse D, qui n'est pas la réponse D, mais qui est une déviation temporaire de l'attention. Normalement, je pense que vous devez accéder dans le sondage. Oui. Et on voit les résultats, vous ne les voyez peut-être pas, Julien et Aurélie, donc je vais vous les partager. La réponse qui remporte 85% des suffrages est la réponse A, une erreur de raisonnement influencée par nos croyances ou expériences. Tic, 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 tic. Est-ce la bonne réponse? Nous allons le découvrir tout de suite. Et oui, en effet, c'est la bonne réponse. Donc, le biais cognitif, c'est une forme de pensée qui dévie de la logique rationnelle. Exactement le fait, ce qu'on a vécu avec Julien et en tant que client et en tant qu'usager dans un garage ou un restaurant, c'est une façon rapide et intuitive de porter des jugements ou de prendre des décisions. Et ils sont nourris par l'expérience, l'éducation et un ensemble d'éléments qu'on va vous évoquer par la suite. Et si maintenant on se confrontait un petit peu à nos biais, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? On va jouer encore? Alors, quel est le jeu? Donc, vous n'avez pas été game over, vous avez été 85% à dire la bonne réponse, donc on peut jouer encore, n'est-ce pas? Julien, quel est ce biais? À la vue de la j'ai cru que tu allais nous le lire. Pardon. Ah bah non. Donc effectivement, le fait de se dire il a le nez percé, il a des cheveux roses, donc il ne doit pas être très sérieux. Quand vous êtes sur ce genre de croyance, encore une fois, que vous ayez cette première idée qui vous vient, en soi, ça n'est pas un problème. Mais là, on est typiquement dans ce qu'on appelle un biais de représentativité, c'est-à-dire que vous allez avoir dans ce cas-là un raccourci mental de par votre expérience, de par ce que vous avez vécu, ou votre cerveau, des fois contre vous-même, a imaginé qu'il y avait un lien quelconque entre le fait d'avoir un piercing dans le nez ou le fait d'avoir des cheveux roses, blonds, platine, etc. Et la compétence ou le niveau de sérieux ou de professionnalisme d'une personne et notamment d'un candidat. Donc quand on parle de biais de représentativité, c'est un raccourci mental qui va vous amener à porter un jugement à partir de quelques éléments que vous allez en vous-même estimer représentatifs, mais qui, de manière factuelle, ne le sont pas particulièrement. Donc, encore une fois, attention quand vous êtes dans votre posture de recruteur, parce que ça peut vous amener à faire des mauvais choix, ou en tout cas des choix qui ne sont pas forcément rationnels. Ok, merci Julien. Donc, biais de représentativité, c'est ça. Le deuxième, Aurélie, quel est ce biais? Eh bien, par exemple, quand on est en entretien et qu'on s'imaginait qu'il allait se passer quelque chose et qu'on est un peu déçu, ça peut arriver, même si on était fan du candidat avant, on peut se dire, tiens, il a un petit sourire en coin, celui-là, de toute façon, ça m'inspire pas, à mon avis, ça va pas passer avec l'équipe. Vraiment, on s'entretient dans cette idée-là. Et qu'est-ce que c'est ce biais qu'on a aussi bien dans le recrutement que dans n'importe quelle interaction humaine? Ça s'appelle l'effet de halo. C'est-à-dire qu'on va analyser une situation en faisant une perception sélective uniquement des informations qui vont dans le sens de ma première impression. Et c'est comme ça que malheureusement, des fois, on se laisse guider dans sa décision
en étant soumis à cet effet de halo et en y croyant et en faisant l'ensemble de son recrutement par cette analyse qui est évidemment biaisée. Top. Tout à l'heure, vous allez deviner vous-même les biais. Alors, écoutez bien ce que nous disent Julien et Aurélie. Julien, quel est cet autre biais, s'il te plaît? Le biais suivant, c'est celui qui consiste à se focaliser tout particulièrement sur des éléments précis. Exemple, pour moi, l'entretien s'est plutôt bien passé. En plus, cette candidate, elle a fait la même école de commerce que moi. Elle habite dans le même quartier, etc. Elle a juste testé ton intelligence, elle t'a un petit peu cherché, mais globalement, je trouve que c'est une bonne candidate. Dans cet exemple-là, on est dans ce qu'on appelle un biais de confirmation. Alors, ça fait partie des biais qui sont le plus à l'œuvre dans nos vies en général et dans nos postures de recruteurs-recruteuses en particulier. Dans le sens où, de manière très fréquente, on est amené à prendre uniquement en considération les éléments, les indices qui sont alignés avec nos propres croyances. Et alors, la double difficulté dans l'exemple qu'on a donné là, de dire en plus, elle a fait la même école que moi, donc en gros, je la sens bien, le fameux je la sens bien, je le sens bien. Sauf que le métier de recruteur, ça se fait pas au pif, hein, ça se fait avec des éléments un petit peu plus factuels que ça. Ça veut pas dire, attention, que il n'y a pas une part de subjectivité, hein, ça existera toujours. Néanmoins, comment est-ce qu'on peut la travailler, cette part de subjectivité? Donc, la deuxième difficulté dans le biais de confirmation, c'est aussi que on est amené dans nos recrutements à faire ce qu'on appelle de la reproduction, du clonage, c'est-à-dire que on a tendance à recruter des gens qui sont comme nous parce que ils ont fait les mêmes écoles que nous, parce qu'ils ont la même culture que nous, les mêmes codes et les mêmes références, et du coup ça n'amène pas de diversité dans nos équipes. Et quand je dis ça n'amène pas de diversité, on y reviendra, c'est pas le seul problème. La conséquence, c'est que ça n'amène pas une aussi forte productivité et donc une aussi grande performance. Ok, Julien, très bien, merci pour toutes ces infos. Et si on passait à la partie chiffres maintenant, puisqu'on vous a parlé tout à l'heure des 3 minutes, les fameuses 3 minutes, Julien et Aurélie avaient envie de partager d'autres chiffres qui nous ont aussi interpellés. Et je vais te laisser présenter le premier, Aurélie, si tu es OK. Absolument. Donc, on vous propose ce chiffre de 250. 250, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de biais cognitifs qui sont recensés dans le monde. Donc, il y a un ensemble de typologies de biais cognitifs, des biais par rapport à tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire la communication, mais ça peut être aussi sur les interactions sociales, etc. Et si vous êtes intéressé, il y a un outil très bien qui s'appelle le Codex, et ça recense en fait ces 250 biais cognitifs sous la forme d'une rosace avec le nom du biais cognitif et bien entendu la signification. Donc 250, ça veut dire que même si on est sensibilisé au biais cognitif, même si nous, avec Julien, on forme au biais cognitif, malheureusement, dans sa vie, pro ou perso, on est tous soumis à des biais cognitifs. Et maintenant, ce qu'on va vous proposer dans la suite, c'est de voir comment je fais du coup pour déjà acter que c'est OK, en fait, tout le monde est victime de biais cognitifs. Ce qui n'est pas OK, par contre, c'est de les laisser nous guider dans nos décisions et dans nos actions. Et Aurélie, je partage tout de suite dans le chat le codex dont tu parles avec l'article. Et évidemment, on va y revenir tout à l'heure. On va essayer de vous faire deviner ce qui se cache derrière le deuxième chiffre qu'on va afficher avec Julien. 23%. Qu'est-ce que ça vous évoque dans le chat, si vous êtes encore parmi nous et que vous n'êtes pas scié par tout ce que vous venez d'apprendre? Alors? Je vous laisse quelques secondes, effectivement, pour répondre à ça. 23%, alors c'est un chiffre qui nous a étonné dans son ampleur et qui est là aussi très récent puisqu'il est issu d'un sondage, d'une enquête qui date de décembre 2024, qui est dans Voilà le travail, et qui nous dit que 23% des seniors s'estiment victimes de discrimination. Donc c'est une enquête qui a été menée sur toute l'année 2024 et au final, donc près d'un quart des actifs, des personnes actives âgées de plus de 50 ans,
Donc, on parle des personnes de plus de 50 ans. Donc, c'est quand même une grosse partie des personnes présentes aujourd'hui dans le marché du travail. Désolé pour les personnes qui sont concernées par cet âge. Si on l'est pas, on le sera très bientôt. Donc, soyons tous à l'aise avec ça. Donc, malheureusement, il y a encore énormément de croyances. Alors, notamment sur cette fameuse compétence dynamisme. Hein. Je mets de gros guillemets à compétence, que j'ai pas trop la conviction que ce soit vraiment une compétence. Mais en tout cas, voilà, les personnes de plus de 50 ans, dites seniors, seraient par exemple moins dynamiques, moins proactives, moins force de proposition. Peut-être, je l'entends encore souvent, moins à l'aise avec les nouvelles technologies que des personnes qui seraient de moins de 50 ans. Ben là encore, hein, on peut facilement tordre le cou à ce type de croyances. Il y a des choses qui vont se confirmer, ça dépend des gens en fait, et puis il y a des choses qui vont complètement s'infirmer, et il y a des générations milléniales qui sont pas toujours à l'aise ou qui n'ont pas envie de les utiliser. Ok, merci Julien. Ce chiffre effectivement fait froid dans le dos. On en a un petit dernier, Aurélie, 68%. Qu'est-ce que tu nous en dis? Bon, peut-être demander qu'est-ce que ça évoque pour vous, d'après vous, que représente ce chiffre de 68% quand on parle de biais cognitifs. Je ne sais pas s'il y a des réponses dans le chat, je vais laisser quelques secondes. Eh bien, 68%, c'est pareil. C'est une enquête très récente de Deloitte qui dit que 68% des employés ont été témoins ou victimes de biais, de stéréotypes ou de jugements. Et qu'est-ce que ça a créé chez eux? On peut s'en douter quand même, un impact négatif sur leur productivité au travail. Donc, ça veut dire que 68% d'entre nous, dans notre carrière, on a été soumis ou on a été témoin ou victime de ces biais cognitifs, et on voit bien qu'il y a un impact très concret sur la manière dont on va se sentir impliqué dans l'entreprise et dans la manière dont on va s'engager et être productif sur son travail. Dans le sens, est-ce que j'ai envie de m'engager? Est-ce que j'ai envie d'être toujours productive, dynamique, impliquée pour une entreprise qui tolère, voire qui promeut, souvent de manière inconsciente, mais aussi souvent par un peu manque de courage, il y a des biais, il y a des stéréotypes, il y a des jugements hâtifs dans l'entreprise, c'est ok, c'est pas grave, on passe, parce que tout le monde y est soumis, et nous, on va aussi après vous proposer évidemment des actions. Oui, tout à fait, Aurélie. Donc 68%, l'image parle d'elle-même. Merci pour ton partage. On avance un petit peu au cours du webinaire et on a encore beaucoup de choses à partager, dont ce que tu vas nous présenter, Julien, maintenant, que j'affectionne particulièrement, la photo en témoigne, les 7 péchés capitaux du cerveau. Pourquoi on a des biais cognitifs? Julien, s'il te plaît, éclaire-nous et donne-nous ensuite des solutions. Je vais vous éclairer. Alors, je vais pas repartir quand même de la Genèse, hein, parce que je vois le serpent et la pomme. Là, on va peut-être pas remonter jusque là. Encore que, effectivement, l'idée c'était de vous partager aussi quelles sont les conséquences de ces biais cognitifs. Maintenant qu'on a pris conscience que on en avait tous. Et tout ça, ça fait appel au fonctionnement de notre cerveau. Hein, c'est aussi simple que ça. Et notamment, on constate que le cerveau à lui seul est consommateur de la plus grande énergie de notre corps, puisqu'il va nécessiter au moins 25% de notre consommation d'énergie. Donc, cette énergie, le cerveau va chercher à l'optimiser en permanence. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a des biais cognitifs? Pas parce qu'on est des mauvaises personnes ou parce qu'on a des mauvaises pensées, mais simplement parce que... alors, je vois ta tête là. Peut-être certains d'entre nous, on a des mauvaises pensées. Mais en tout cas, globalement, ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Simplement, le constat, c'est que pour aller plus vite, et c'est vraiment ça l'idée du biais cognitif, c'est que c'est un raccourci. Notre cerveau, il est des fois un peu binaire et c'est plus facile, je reprends l'exemple de mon garagiste, c'est plus facile de se dire, ok, tous les garagistes sont 3 petits points. Tous les blonds, tous les blondes, toutes les blondes, tous les scorpions. Tiens, je prends un exemple qui me concerne avec l'or, comme ça, voilà. Et c'est encore des choses qu'on entend dans le recrutement. Toutes les personnes qui sortent de telle ou telle école. Je vais prendre un exemple un peu qui porte un peu moins à conséquence. Tous les Alsaciens, etc., etc. Certes, c'est un peu mignon et ça peut prêter à sourire, sauf qu'en réalité, vous n'allez pas recruter une catégorie de la population. Vous allez recruter une personne, un homme, une femme, un candidat, une candidate avec qui est en fait multifacette et qui n'est pas qu'un Alsacien, qu'un Scorpion, qu'un blond, qu'une blonde, etc., mais qui arrive avec ses compétences, ses forces, ses limites, ses imperfections. L'orgueil, tout simplement parce que de plus en plus, nous allons chercher, la vie avançant, nous allons chercher à
faire coïncider la réalité avec notre système de pensée, notre système de croyance. Donc, c'est toujours plus facile de se dire, tu vois, je te l'avais bien dit, tu vois, j'avais raison, tu vois, on n'aurait jamais dû le prendre ou on n'aurait pas dû passer à côté de ce candidat. Donc, on est tous plutôt très à l'aise pour se dire, tu vois, je te l'avais bien dit, sauf qu'en fait, le recrutement, d'abord, c'est pas une science exacte, on peut se tromper, et puis, il faut qu'on soit conscient que notre cerveau fait des choix à notre place dont on n'est pas toujours conscient. Le sujet de l'envie, le cerveau, systématiquement, va se comparer. Alors, le phénomène, la société dans laquelle on vit, le phénomène des réseaux sociaux, etc., amplifie ce truc-là. Hein. Si systématiquement, j'ai l'impression que les autres sont toujours en vacances et pas moi, les autres ont une meilleure, un plus beau corps, que moi, etc., etc. Je vais en permanence me comparer et c'est rarement un vecteur de bon choix en recrutement. L'avarice, tout simplement parce que le cerveau est dominé par l'aversion à la perte, c'est-à-dire que systématiquement, je vais chercher à optimiser mes ressources et à avoir, alors soit plus que les autres, ou en tout cas, je vais avoir des pensées irrationnelles qui vont m'amener à faire des choix qui sont parfois factuellement pas les meilleurs. La colère, tout simplement, sous l'effet de l'émotion, votre cerveau va aller dans des choix qui sont très spontanés, parfois même très radicaux. Alors là-dessus, on est tous très différents, à des niveaux différents. Mais en tout cas, ce qui part d'une bonne intention va peut-être se transformer en mauvais résultat parce que je vais le prendre sous l'effet d'une émotion qui n'est pas la bonne. La paresse, je pense je vais vite là-dessus parce qu'on en a un peu parlé, hein, c'est la notion de raccourci, c'est-à-dire que la vie va montrer que quand je bosse avec un scorpion, il a un mauvais caractère, il a du mal à bosser en équipe. C'est toutes les choses qu'on peut entendre. Certaines sont vraies, comme ça je fais mon petit mea culpa. Et puis certaines sont complètement fausses parce que tout simplement on ne recrute pas un signe astrologique ou une date de naissance. On recrute une personnalité. Et puis la luxure, alors pour être très franc avec vous, on a eu un peu plus de mal à trouver du sens avec ce dernier péché capital, mais bon, je vais faire vite. Tout simplement parce que notre cerveau est bien plus à l'aise dans une recherche de gratification immédiate. Je fais une petite parenthèse, mais qui est quand même d'actualité, parce qu'on est le 21 janvier, donc pour celles et ceux qui sont encore dans l'idée de prendre des bonnes résolutions, il est encore temps, le Blue Monday est passé hier, donc on va s'en sortir. Mais simplement, si vous fixez des résolutions, ce qui peut-être est une bonne idée, chacun verra midi à sa porte. En revanche, attention, il est très possible que le cadre annuel soit pas l'idéal. Parce que dans une recherche de gratification immédiate, prendre des résolutions sur une dimension de 12 mois, qui sur d'autres sphères est intéressante, hein, mais 12 mois, c'est beaucoup trop long pour le cerveau. Le cerveau, il va avoir besoin, dans les heures, les jours ou éventuellement les semaines qui viennent, d'avoir des petites étapes et de se dire, OK, ça c'était dur, mais je l'ai fait. C'est quoi l'étape d'après? Alors que, encore une fois, un cadre annuel, il est beaucoup trop important pour le cerveau qui a besoin de récompenses immédiates. Je vous renvoie à ceux qui sont fans de leur petit carré de chocolat, leur petit plat réconfort quand ils ont passé une mauvaise journée. On a besoin de réconfort immédiat. En tout cas, merci Julien, parce que tu as levé certains biais sur les scorpions. Donc on te remercie. J'essaie, mais c'est du boulot. Oui, ça prend des années, je crois. Du coup, parfait pour cette présentation des 7 péchés capitaux. Malgré que tu aies dit que la luxure, on avait eu un peu plus de mal, tu as précisé les choses très bien, donc on te remercie. Est-ce qu'il y a des solutions pour faire face à tout ça, en fait? Est-ce que tu peux nous en donner, partager quelques aspects? Oui, bien sûr. Alors, la première solution, effectivement, qui découle de tout ça, de ces 7 péchés capitaux, c'est que vous allez pouvoir, je dirais, façonner votre cerveau. Alors, c'est une dynamique qui est un petit peu longue à mettre en place, mais ça peut commencer dès aujourd'hui, en passant d'un mode de ce qu'on appelle d'un mode mental automatique à un mode mental adaptatif. Alors, pour être beaucoup plus concret, je précise, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on fait de manière automatique, notamment des choses qu'on fait souvent. On entend souvent, je vais aussi tendre le cou à une autre idée, je fais une dédicace à notre collègue Célia qui est très, très sensible à ces sujets-là. On a souvent entendu dire que, par exemple, les femmes peuvent faire deux choses en même temps. Alors désolé, c'est moi, un homme, qui vais tordre le cou
à cette croyance-là. En réalité, non. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que chez un certain nombre de femmes, la charge mentale et le fait de devoir gérer de front une vie professionnelle, personnelle, peut-être une vie d'épouse, de maman, etc., fait qu'un certain nombre de tâches dans le cerveau d'une femme vont être davantage automatisées. Et quand je fais une tâche automatisée, du coup, elle me demande moins d'énergie, donc je vais pouvoir consacrer de l'énergie à faire quelque chose d'autre en même temps, tout simplement. Donc, c'est pas une question de cerveau qui serait genré, c'est simplement un sujet d'automatisation. Donc, le fait simplement de faire les choses de manière un petit peu moins automatique et de prendre conscience de ces biais que vous pouvez avoir, ça peut vraiment vous aider parce que vous n'êtes plus dans le cerveau automatique, vous êtes dans le cerveau qui prend un peu de recul sur ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que le biais cognitif ne va pas apparaître parce que l'idée, le biais, vous allez l'avoir. En revanche, vous allez pouvoir le rendre beaucoup plus factuel en se disant, OK, j'ai eu cette croyance, comment est-ce que dans le cadre de mon entretien ou de la rencontre avec mon candidat, ma candidate, comment est-ce que je le confirme ou à l'inverse, je l'infirme. Encore une fois, le biais, vous l'aurez. En revanche, vous allez pouvoir amener un élément factuel pour vous assurer que vous n'êtes pas uniquement dans la croyance, mais que votre croyance, elle est corroborée par des faits concrets. Top. D'ailleurs, tu parlais de Célia. Coucou Célia à nouveau. Célia a enregistré, tu en as parlé des neuromythes, a enregistré une série de podcasts sur le sujet qui s'appelle Déclic cérébral, qu'on a publié sur l'année 2024, la saison 1. Et normalement, cette semaine, on devrait vous dévoiler la saison 2 avec toutes les techniques pour pouvoir apprendre de ces neuromythes-là. Donc, merci Julien d'avoir fait une spéciale dédicace à Célia sur le sujet. Donc, là aussi, pour tous ceux qui nous ont suivis, vous recevrez, en plus des cadeaux qu'on va vous présenter tout à l'heure, la saison 2 en exclusivité de Célia. Voilà. Merci du coup pour ces éclairages. On a envie de se dire, voilà, on est au milieu, presque la fin du Webinact, n'oublions pas, c'est pour pouvoir agir et provoquer l'engagement. Et on s'est dit tous les trois, ça serait quand même sympa de faire un petit truc un peu sympa. Et oui, on vous propose un petit plan ciné. Vous allez voir, ça dure pas très longtemps, à peu près 3 minutes sur cette séquence. Il y a 2 extraits vidéo qu'on va vous passer. Et l'enjeu, c'est que Aurélie d'abord, puis Julien ensuite, vont vous éclairer sur quel est le biais, mais surtout comment on fait pour du coup passer du mode mental automatique au mode mental adaptatif. Est-ce que vous êtes prêts? Je sens les frémissements dans le chat. Alors, accrochez-vous. C'est parti sur la première séquence cinéma. Et Aurélie, tu nous éclaireras juste après du biais en fonction des réponses apportées dans le chat. C'est parti, accrochez-vous. Je vous présente Samy, qui va remplacer Mirko, Monsieur Angéli, enfin Max. Alors Adèle m'a dit que vous avez de l'expérience. Oui, vite fait. Vite fait, c'est-à-dire rapide, quoi. Vous voulez dire dans la restauration rapide? Oui, voilà. Alors, dans le chat, quel est ce biais? Célia, une petite idée? Chloé peut-être, ou les personnes qui nous suivent? Et on peut dire quand même que cet extrait, si vous n'avez pas vu ce film, on vous engage à le regarder et à la re-regarder. C'est le sens de la fête, qui est absolument exceptionnel. Et cet extrait-là n'est que un tout petit extrait parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires de biais cognitifs aussi dans ce film. Est-ce qu'on a des idées dans le chat? Léa, tout ça. Alors Céline nous dit biais de confirmation. On laisse encore une petite chance, Aurélie, de les faire deviner. Hein? Qu'est-ce que ça nous dit côté Juliette, Eric, Isabelle, Alice? Allez. Oh, c'est dur, hein. Je crois qu'on les a collés, non? Ah, Clara, qu'est-ce que tu nous dis? On attend. Clara écrit. Biais de confirmation aussi. Alors, Aurélie, c'était quoi? En fait, ça aurait pu être un biais de confirmation, mais vraiment là, c'est sur le sujet du questionnement. C'est ce qu'on appelle le biais de cadrage. Donc, je vais aller poser une question dans le sens où je veux déjà qu'il me valide la réponse. Et c'est ce que dit Jean-Pierre Bacry en disant rapide, vous voulez dire restauration rapide. En fait, c'est pas du tout ça ce que lui voulait dire. La personne qui arrive et qui va peut-être faire cet extra, c'est de dire j'ai une courte expérience professionnelle, mais j'ai pas forcément eu une expérience professionnelle dans la restauration rapide. Donc, par exemple, Jean-Pierre Bacry aurait pu dire, on sait pas trop son personnage, hein, là, on s'imagine que Bacry fait pas du Bacry. Bon, c'est un peu compliqué. Mais partons du principe qu'il aurait pu évoluer sur son système de questions et on aurait pu lui demander, par exemple, comment ça rapide? Vous pouvez préciser, racontez-moi les postes les plus marquants en restauration. Vous avez travaillé chez qui exactement?
Et là, avec cet ensemble de questions, on aurait obtenu des réponses beaucoup plus larges et beaucoup plus précises. Et la personne aurait dit, comment ça rapide? Vous pouvez me préciser? En fait, j'ai pas vraiment travaillé en restauration rapide. Les postes les plus marquants en restauration, en fait, j'en ai jamais fait. Et vous avez travaillé chez qui? J'ai travaillé nulle part. Et donc, on va plutôt aller rechercher de l'information sur le candidat plutôt que d'aller confirmer que oui, il a travaillé chez McDo, Quick ou un autre, ou en tout cas sur de la restauration très rapide, puisque ce n'était pas du tout le sens de la réponse que ce personnage allait apporter. Aurélie, merci. On a une question pour toi ou pour Julien. Est-ce que c'est, comme lorsqu'on demande en entretien, vous avez l'esprit d'équipe, car nous sommes une famille? Il y a de grandes chances que le candidat réponde oui, oui. Est-ce que c'est la même chose que ce que tu viens de nous décrire, Aurélie? Ou Julien, peu importe. Je ne sais pas qui a posé la question, mais si demain on était tous candidats, Célia. Et si demain on était tous candidats, on a un recruteur en face de soi et il dit nous, franchement, ce qui est hyper important pour nous, c'est le travail d'équipe. Quel candidat normalement constitué n'irait pas répondre oui? Évidemment que le candidat va aller répondre oui. Et là, ce qui se joue, c'est pas tant un biais cognitif, alors de la part du recruteur, mais ce qui va se jouer de la part du candidat, c'est l'impact fort de désirabilité sociale. Je suis en position d'être candidat, je veux obtenir ce poste. Donc, si on ne me pose que des questions où je sais d'avance la bonne réponse, évidemment que je vais aller dire oui. Donc là, ce serait un biais cognitif de la part du candidat et ce serait l'impact de la désirabilité sociale du candidat qui veut absolument être sélectionné pour cette entreprise. Et je voulais juste ajouter, ça pose aussi, au-delà des biais cognitifs, effectivement, ça pose effectivement le sujet de l'induit dans notre questionnement de recruteur. Et effectivement, vous qui êtes, que vous soyez recruteur, RH, opérationnel, peu importe, mais en posture de recruteur, vous rendez compte que on a besoin sur certains points de se rassurer et donc, sans s'en rendre compte, de manière totalement inconsciente, mais on induit une part de la réponse. Et donc, ça devient quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? A priori, un candidat qui a un petit peu écouté la question, il sera très tenté de dire oui. Et donc, du coup, je me rassure, moi recruteur, je me rassure faussement avec des éléments qui, certes, factuellement, ont été dits par le candidat, mais ont été dits parce que la réponse lui a été globalement soufflée, quoi. D'ailleurs, ça nouvelle. Je recommence. Ça va nous faire aller vers le deuxième extrait. Voilà, ça m'a ému ce qu'a dit Julien. On va aller vers le deuxième extrait, qui est un extrait d'une web-série dont vous avez été les acteurs, et pas que, Julien et Aurélie, qui s'appelle La Boîte, qui a été créée par toute l'équipe Hack4Skills. Il y a eu une saison 1, une saison 2 sur la marque employeur là, qui est sortie en 2024, une saison 3 est en préparation, et forcément, ça fait le lien avec ce que tu viens de dire, Julien, le lien avec le recrutement, mais on vous en dit pas plus. Il faut deviner le biais qui se cache derrière avant que Julien vous le révèle. Et comme tu vois, j'ai mis un point d'interrogation. En fait, entre nous, j'ai un doute sur sa stabilité à ce monsieur. Il se trouve qu'il est divorcé. Divorcé, ouais. Ouais, c'est ce que je vois. Et dommage. Les gens comme ça, malheureusement, je les connais un petit peu. Et en fait, pour le moindre truc qui va pas, ils changent de boîte. Julien, tu poses la question à tout le monde dans le chat? Quel est ce biais? Alors effectivement, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre. À votre avis, comment s'appelle ce biais? Alors, il est un peu caricatural dans l'extrait, encore que ça reste des choses qu'on entend malheureusement, dites comme ça ou dites un peu différemment, mais qu'on entend encore pas mal. Ce biais, on l'appelle le biais de stabilité. En fait, l'idée, c'était simplement que vous ayez en tête que chacun d'entre nous, dans nos vies professionnelles, personnelles, on traverse des moments, des temps, des étapes qui sont différentes. C'est pas tellement important parce que en réalité, ça n'impacte pas de manière très marginale nos compétences. Nous, le vrai sujet, c'est comment est-ce que les compétences de mon candidat, ces comportements répétés, c'est-à-dire ces compétences, notamment comportementales, comment est-ce que ces compétences répondent aux attentes du poste. Et ça, vous ne pourrez jamais le voir dans des éléments de stabilité, notamment personnelle. Et puis, il y a un dernier élément sur lequel on voulait vous sensibiliser par rapport à ça, c'est dans quelle mesure est-ce que je suis comme ça, ou alors dans quelle mesure est-ce que je deviens comme ça parce qu'on m'a mis cette étiquette
2 personnes pas stables, 2 personnes qui parlent trop, 2 personnes qui sont trop réservées, etc. Donc voilà, qui de l'œuf ou de la poule en fait est arrivé avant. Et là, on est au cœur de ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, hein, c'est-à-dire que à force de développer une croyance, je vais tout faire pour que ma réalité colle avec cette croyance. Et donc, sans m'en rendre compte, de façon très inconsciente, je vais agir pour que ce que je redoute finisse par se produire, en fait, tout simplement. Et en ce qui concerne les candidats, mais ça fonctionne aussi pour vous qui êtes éventuellement manager, parents aussi, ça fonctionne bien, c'est le syndrome de Pygmalion, c'est-à-dire à force de mettre une étiquette à vos enfants, à vos collaborateurs, etc., ils vont finir par devenir l'étiquette que vous leur mettez. Peut-être qu'il y avait des bases, ils étaient déjà un peu comme ça avant, mais pour coller à la réalité, ils vont finir par l'être. Donc voilà, soyez vigilants parce que on crée la réalité qu'on veut voir apparaître, et ça c'est important de l'avoir en tête. Top, merci beaucoup. Du coup, on arrive presque à la fin de ce Webinact. On attend avec impatience vos questions pour les prendre à la fin. C'est un sujet qui t'est cher, mais pas qu'à toi, hein, il y avait bien sûr Aurélie, mais Julien, ce sujet t'est cher, tu en as parlé tout à l'heure autour de la diversité. Est-ce que finalement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, recruter par la compétence, ouvrir à la diversité, est-ce que c'est gage de performance? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, effectivement, au-delà du fait que les biais cognitifs peuvent vous amener à commettre des discriminations, et quand je dis ça, attention, on n'est pas dans le côté jugeant de discriminer, c'est mal, etc. Globalement, la plupart d'entre vous qui êtes manager opérationnel, RH, etc., vous savez qu'il y a des critères de discrimination et que on les respecte. On les respecte pas simplement parce qu'on est des bons citoyens et qu'on veut respecter la loi, mais on voulait vraiment insister sur le fait que ces critères de discrimination, ils sont gages et vecteurs de performance. Et ça, c'est pas toujours très intuitif, mais ça a été mesuré. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites aux États-Unis. Il y a des études qui ont été faites aussi récemment en Europe et en France, qui montrent que les personnes en recherche d'emploi, les candidats, à hauteur de au moins 67%, vont aller plus facilement vers des entreprises qui font vivre un mode de fonctionnement et notamment un mode de recrutement inclusif, avec une vraie diversité. Donc ça, c'est un enjeu de marque employeur et d'attractivité pour vos entreprises, vos services, vos équipes, etc. Et surtout, j'ai envie de dire, si vous ne me croyez pas et que vous ne voulez pas le faire pour un enjeu de diversité, faites-le pour un enjeu de performance, puisque il est également montré que la diversité est un vecteur de performance et que les équipes, au-delà des entreprises, les équipes qui accueillent en leur sein de la diversité, attention, quand je parle de diversité, je ne dis pas recruter une lesbienne ou un maghrébin, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est de se dire, ayez des personnes qui vous apportent quelque chose que vous n'avez pas. Okay, si on vit tous dans les mêmes quartiers, si on a tous la même culture, si on a tous fait les mêmes écoles, certes, ça peut sembler fluide, encore que. En revanche, ça n'amène pas de performance parce que ça n'apporte pas tout simplement de complémentarité. Donc, on voulait vraiment insister là-dessus, sur ces éléments-là. Il y a un chiffre qui nous dit que une équipe diversifiée et inclusive, aura 35% de plus de chances de dépasser leurs concurrents. En termes de performance financière, je ne dis pas en termes de bien-être au travail, etc. Je parle bien en termes de performance des équipes au sein de l'entreprise. Donc, ça nous semblait un critère qui était important. J'ai recopié du coup ce que tu viens de dire, cette petite phrase dans le chat directement. Merci Julien pour cet éclairage. J'avais envie de t'applaudir à la fin et c'était sincère, mais je suis quand même, on est dans un webinaire, on va se tenir correctement. On est à la fin et je suis un peu triste parce que du coup ce premier webinaire est passé à une vitesse fulgurante. En tout cas, si vous avez envie d'approfondir le sujet, et là je vais vous mettre deux sondages à la suite, sachez que dans l'équipe Hack4Skills, les équipes, vous avez une partie des équipes ici représentées
présenter, mais évidemment, on est un petit peu plus. Donc, Julien et Aurélie notamment forment et accompagnent sous la responsabilité pédagogique de Célia toutes les entreprises sur des sujets de diversité, d'évaluation par la compétence, de comment on recrute par la méthode STAR. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller un peu plus loin sur la partie concrète de comment on peut faire au quotidien pour justement que la diversité soit gage de performance. Donc, on vous invite à aller visiter le site hack4skills.com, mais aussi les profils LinkedIn de Julien Malandrezzo et d'Aurélie Scafre qui sont parmi nous pour pouvoir approfondir le sujet, puisque l'objectif, c'est vraiment de se dire, OK, on a bien compris ce que sont les biais cognitifs, mais comment on peut les mettre en application autrement que dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles quand on est recruteur ou manager. Donc, à vous de jouer, n'hésitez pas, et on reste ici avec toutes les questions, et jusqu'à ce que les questions arrivent. Donc, on en a quelques-unes, donc je vous les pose tout de suite dans 3 minutes à Julien et à Aurélie. Ce qu'on voulait vous partager aussi, puisque c'était en tout cas ce qu'on s'attache à faire sur cette année 2025, c'est de vous partager des cadeaux. C'est vrai que les webinaires ou les webinacts, on en garde un peu les replays, on les regarde de temps en temps, on les met dans la voiture pour l'écouter en podcast, c'est un conseil que je vous donne. Mais globalement, on a du mal à en sortir des choses. Donc, en tout cas, dans notre façon de penser chez Hack4Skills, ce qu'on voulait, c'est vraiment passer à l'acte. Et donc, on vous a proposé des cadeaux, excusez-moi, je passe un peu vite, des cadeaux que vous allez recevoir après le replay que vous allez recevoir en automatique, qui sont au nombre de 2. Donc, vous allez avoir 10 cartes un peu chance, 10 cartes quiz, où concrètement, l'idée, c'est de se dire, finalement, on vous donne un peu comme l'a fait Julien et un peu comme l'a fait Aurélie tout à l'heure, des exemples en fait d'une situation réelle et de pouvoir identifier le biais. Et le plus intéressant dans l'histoire, c'est le visuel qui est à votre gauche. C'est une grille d'analyse des biais cognitifs qu'on s'est bien amusé à construire avec Aurélie et Julien pour justement se dire, voilà, est-ce que face à une situation, en répondant à une question, quel est le biais que je mets en œuvre? Tout ceci pour essayer de passer du mode automatique à un mode adaptatif. Donc, on vous envoie ces cadeaux juste après. Waouh, vous êtes en exclusivité sur tout ça. Du coup, ce qui me fait permettre d'aller sur vos questions et les réponses d'Aurélie et de Julien. Et pendant ce temps-là, je vous diffuserai un petit sondage. Nous avons pour l'instant une question de Célia qui nous dit: est-ce qu'il y a des solutions pour éviter de poser des questions non inclusives? Merci Célia pour ta question. Julien, Aurélie, à vous de jouer. Non, il n'y a pas de solution. Si, bien sûr. Alors, il y en a quand même une ou deux là qui me viennent spontanément. C'est notamment centré, disons que de manière intuitive, vous allez poser vos questions qui vont être centrées sur le candidat. Et c'est une bonne chose et c'est une bonne intuition, puisqu'effectivement, on rencontre un candidat pour s'intéresser à lui. Ma proposition, alors je dis pas que c'est une baguette magique, mais en tout cas, ma proposition pour amener plus d'inclusivité là-dedans, c'est de centrer votre entretien sur les contraintes du poste. Okay ? Je donne un exemple, c'est que et si vous avez une réunion un peu tard le soir, comment est-ce que vous allez faire garder vos gamins? Ben ça, clairement, c'est pas inclusif. Surtout que très souvent, on va poser cette question, la plupart du temps à une femme, qu'on imagine, à tort ou à raison, être en âge d'avoir des enfants ou d'en avoir prochainement, etc. Donc là, on n'est pas du tout dans l'inclusion. On est dans le stéréotype. Je fais une parenthèse pour dire, c'était l'exemple d'Aurélie tout à l'heure, hein, mais les stéréotypes de genre, comme dans l'exemple de la bière et du vin, les stéréotypes de genre sont considérés comme ceux qui sont le plus ancrés dès les premiers jours, j'allais dire, hein, de la vie de nos enfants, en tout cas de vos enfants. Bon. Ça ne change pas grand-chose. Voilà, parenthèse fermée. Parenthèse fermée. C'est pour dire que donc une façon d'amener plus d'inclusivité dans tout ça, c'est de ramener la contrainte sur le poste. Exemple, le poste pour lequel on se rend compte, l'amplitude horaire se termine autour de 18h, 19h, 20h, etc. Est-ce que c'est OK pour vous, monsieur le candidat? Certes, ça reste déclaratif, mais on est dans une vision beaucoup plus large. C'est-à-dire que il ne faut pas que le candidat entende le problème, c'est vous. Maintenant, le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est que le poste contient une contrainte qui est une contrainte horaire de commencer tôt, de finir tard, d'avoir une pause méridienne qui est importante, d'avoir du travail le week-end, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire, peu importe la raison pour laquelle je peux ou je ne peux pas répondre à cette contrainte. En revanche,
la contrainte porte bien sur le poste et non pas sur le candidat ou la candidate. J'ai fait un peu long, mais j'espère que ça répond à la question. C'était parfait. Pendant que les autres questions fusent. Vas-y Aurélie, vas-y. Ouais, je voulais rajouter un complément d'information. Ce qui fait que souvent, on a beaucoup de mal à aller vers l'inclusion, la diversité et tout. C'est qu'il y a une espèce de peur d'y aller en se disant c'est un truc qui est tabou en fait. Donc, il y a deux manières d'affronter les choses quand c'est tabou. Soit on les met sous le tapis et on se dit c'est pas grave, on verra plus tard. Soit on fait de cette contrainte ou en tout cas de cette sensation que c'est compliqué de faire de la pédagogie par le jeu. Et c'est aussi beaucoup ce que développent Célia et Chloé qui travaillent avec nous chez Hack4Skills en se disant il y a des trucs qui sont pas faciles à aborder en entreprise et on va pas se cacher que c'est la réalité en fait. Mais le meilleur moyen qu'on ait trouvé de faire de la pédagogie, c'est de la pédagogie par le jeu. Et donc, Chloé et Célia ont développé 2 jeux. Un qui s'appelle Inclusion Express et qui fonctionne un petit peu comme le Milborn et qui permet en fait d'aller vraiment en équipe se questionner sur est-ce que je fais de la discrimination, mais est-ce que je connais vraiment les critères de discrimination? Est-ce que je fais de la non-inclusion parce que est-ce que j'ai vraiment conscience de ne pas être inclusif? Et souvent, en fait, c'est des éléments dont on n'a pas conscience. Donc, on a un jeu qui s'appelle Inclusion Express. On a Handistar aussi qui permet d'évoquer la question du handicap. Et moi, je suis convaincue que c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas les mettre sous le tapis pour toutes les raisons qu'on a invoquées de performance, de sens au travail, d'engagement citoyen, en fait. On a tous un rôle à jouer dans le poste qu'on occupe, mais que c'est compliqué quand soi-même en entreprise, on doit mener ce combat. Et donc, le combat, ou en tout cas la pédagogie par le jeu, c'est aussi un bon moyen de s'amuser, d'apprendre. Et on sait que quand on apprend et on s'amuse, on ancre beaucoup plus son apprentissage. C'est un peu ce qu'on a vécu là, non, sur ce webinaire. Exactement. On s'est bien amusé, n'est-ce pas? Exactement. Et là, c'est vraiment un système de jeu de cartes. C'est des jeux physiques. Là, on a fait des jeux virtuels parce qu'on ne pouvait pas être tous au même endroit. Mais c'est un élément aussi intéressant parce qu'on forme par le jeu. Et ensuite, ce jeu, il est là. Et à la pause déjeuner et à différents moments de la vie d'une entreprise, on dit tiens, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de discrimination, d'inclusion. Est-ce qu'on se refait pas une petite partie? Et ça rend un sujet qui n'est pas fun. La discrimination, le handicap, la diversité, c'est pas fun comme ça. En tout cas, pour ceux dont ce n'est pas le combat, un peu comme nous. Mais quand c'est cette situation-là, le jeu, c'est un super moyen d'avancer et d'apprendre. Merci beaucoup Aurélie. Avant de clôturer dans les 30 secondes qui arrivent, on vous propose aussi de se retrouver le 14 février à Paris en physique sur une matinale qui s'appelle le SAV du recrutement. Et justement, ça permettra aussi de parler de ces sujets de manière physique. Voilà, parce que le webinaire c'est sympa, mais on aime bien aussi se rencontrer physiquement. Et on vous propose ce rendez-vous sur la Saint-Valentin. Donc, pendant que tout le monde clôture, merci à tous pour c'est merci. Je vous partage juste le lien pour pouvoir s'inscrire le 14 février si vous êtes à Paris ce jour-là et si vous avez envie de faire la Saint-Valentin avec nous. Hop là. Et pendant ce temps-là, je tiens vraiment à remercier Aurélie et Julien pour vraiment tout ce que vous nous avez partagé et le contenu de ce webinaire qui était top. On espère vous retrouver très très vite sur le mois prochain avec un autre sujet dont on vous réserve la surprise. Donc merci à tous les deux. Je vous laisse le mot de la fin avant de clôturer. Le mot de la fin, c'est plus de biais, en fait. Ça y est, 2025, il faut y aller quand même. Il est temps. Ouais. Et moi, je dirais effectivement, les billets à la maison, où vous voulez, c'est pas grave. Ça fera sourire votre garagiste ou le serveur du restaurant. Mais voilà, dans notre posture de recrutement, soyons vigilants. Voilà, c'est plus un appel à la vigilance, sans jugement encore une fois, mais simplement pour se dire, OK, comment est-ce que j'arrive à faire quelque chose qui est dur pour un être humain, qui est de penser contre soi-même. Je trouve que c'est le mot de la fin. Ah, j'adore. Attends, je note. Penser contre soi-même, dans la mesure du possible, si c'est pas possible. Merci à tous les deux. On clôt l'événement et on vous dit à très vite. Vous allez recevoir le replay et les cadeaux juste après. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, très bonne journée. Au revoir.